Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Benoît Hamon, député des Yvelines et ancien ministre. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Pour vous interviewer aujourd'hui à mes côtés, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Benoît Hamon, agriculteur en colère. Manuel Valls baisse les charges en appelant à la fin du mouvement. Les agriculteurs ayant dégagé de très faibles revenus en 2015 bénéficieront d'une année blanche sur leur cotisation sociale. Est-ce suffisant pour vous cette... Écoutez, c'est un premier geste qui est quand même assez significatif. 500 millions d'euros, c'est pas rien. Ça répond à une partie du problème, celui d'exploitations agricoles qui sont aujourd'hui asphyxiées. Mais la question sur le long terme, c'est combien on parvient à réguler la relation entre la grande distribution et les producteurs agricoles, qui est quand même un sujet que moi j'avais traité comme ministre de la Consommation déjà avec Stéphane Le Foll. Comment on fait en sorte aussi aujourd'hui qu'on puisse réguler à nouveau la production dans l'espace européen, parce qu'on voit aujourd'hui ce que est l'impact de la dérégulation et de la libéralisation des marchés agricoles, et dans les faits, la surproduction conduit à un effondrement des prix, et on ne parvient pas aujourd'hui à réguler ce secteur, et d'où l'importance de travailler au niveau européen à des solutions qui soient des solutions tant en termes de régulation qu'en termes aussi d'information des consommateurs. Et je suis assez heureux de voir que le gouvernement a décidé de revenir au Conseil avec une proposition que nous avions inscrite dans la loi consommation, mais qui se heurtait à un obstacle européen pour être appliqué, qui est l'étiquetage de l'origine de la viande dans les plats préparés. Savez-vous aujourd'hui que vous savez d'où vient votre morceau de bœuf pour la traçabilité. Exactement. Mais si vous achetez un plat de lasagne, peu importe, vous ne le savez pas. Dès lors qu'il y a la moindre transformation, vous ne le savez pas. Ces informations, le consommateur en a besoin pour aussi s'orienter vers de la production française. Je crois que cela irait dans le bon sens. En clair, si je devais dire mon point de vue sur l'Europe, il serait temps qu'elle s'intéresse un petit peu à ce que le consommateur souhaite vraiment. Il souhaite savoir ce qu'il mange, d'où ça vient. Ce serait un véritable progrès. Et plutôt que de servir des intérêts privés qui travaillent à l'opacité, ce serait bien qu'on fasse un peu le jeu de la transparence et, comme vous l'avez dit, de la traçabilité. Christophe Bordet. Benoît Hamon, avant d'évoquer votre proposition de loi sur le burn-out, la réforme du travail de Myriam El Khomri, ce matin, la ministre fait comprendre que si elle n'obtient pas la majorité sur cette réforme du travail, eh bien elle passera en force, elle appliquera le 49.3, le fameux 49.3. Est-ce que quand vous apprenez ça, quand vous lisez ça ce matin dans la presse, vous vous dites encore un déni de démocratie ? Je trouve cela d'une très mauvaise méthode. Annoncer avant même que l'on sache, nous, exactement ce qu'il y a dans la loi. Oui. Que l'on passerait par 49.3, ce qui veut donc dire que la ministre anticipe le fait de ne pas avoir de majorité. Si elle anticipe le fait de ne pas avoir de majorité... C'est pour mettre la pression sur les frondeurs aussi. Non, c'est qu'elle pense qu'aujourd'hui, son texte heurte un peu plus que les frondeurs. Et vous verrez que s'il devait se confirmer, ce que j'ai lu hier dans Le Parisien, en termes de remise en cause de la durée du travail et des droits des salariés. Ce ne sera pas une affaire de quelques frondeurs face au gouvernement. Il y aura sur ce projet de loi des débats extrêmement intenses qui ne feront que relayer ce que j'entends du côté des organisations syndicales, toutes obédiences confondues, de la CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, vis-à-vis d'un texte qui, semble-t-il, ne passe pas. Alors on pourra revenir dans le détail. Mais vous annoncez là presque une guérilla parlementaire en vue à l'Assemblée nationale. J'annonce qu'on fera notre travail de parlementaire, d'où ma proposition sur le burn-out, par exemple, qui en est une. Et j'annonce que, par exemple, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on baisse le tarif des heures supplémentaires. Je m'explique d'un mot. Le président de la République a dit c'est priorité à l'emploi. La priorité à l'emploi, ça suppose qu'on mobilise tout pour faciliter l'embauche des salariés dans l'entreprise. Si demain, vous baissez le tarif des heures supplémentaires, qu'à un moment pas simple pour les entreprises aujourd'hui, face à un pic de commandes, une augmentation des commandes, un chef d'entreprise est devant un arbitrage, est-ce que je crée un emploi ou est-ce que je fais travailler un peu plus mes salariés ? Si on baisse le tarif des heures supplémentaires, l'arbitrage, il est facile. Je choisirais, je choisirais de faire travailler plus et je n'embaucherai pas. Donc cette mesure, c'est perdant-perdant. Celui qui est à l'extérieur de l'entreprise n'est pas embauché. Celui qui est dans l'entreprise, il gagne moins sur l'heure supplémentaire. Est-ce que très concrètement, la gauche là, qui est au pouvoir aujourd'hui, enfin, c'est bien la gauche qui est au pouvoir a priori, est-ce qu'elle est en train de faire une politique de plus en plus anti-salariée ?
Ah, écoutez, sans langue de bois. Oui, mais sans langue de bois. Je ne fais pas beaucoup de langue de bois depuis 10 minutes, ni même depuis quelques années, même quand j'étais au gouvernement. C'est pas mon sujet. J'aime pas de caractériser cela comme ça. Ce que je dis simplement, c'est que je ne crois pas dans cette fable selon laquelle, pour qu'il y ait davantage de gens qui trouvent un emploi, il faille diminuer les droits de ceux qui sont dans l'emploi. C'est une fable. Je n'y crois pas. Ça ne marchera pas. Et je m'inquiète aujourd'hui que, voilà, dans les mots, dans les concepts, j'ai l'impression que d'autres parlent à la place de nos ministres parfois, et que ces autres sont dans les rangs de la FEP, des grandes entreprises, du CAC 40, ce qui n'est pas la PME et la TPE. Voilà, et je m'inquiète. Disons que vous vous entendez très bien avec Pierre Gattaz en même temps, à titre personnel. Non, donc, vous pouvez dénoncer le patronat et en même temps être ami avec lui. Non, mais je ne suis pas ami personnel, mais moi, on peut discuter avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord, et ça, fort heureusement, on est en démocratie. Mais j'ai là aujourd'hui une grande inquiétude. Et je veux avoir une vraie prudence. Et je ne connais pas le texte exact. Pour vous dire, il m'a été transmis hier soir. De ce que vous en avez lu, Benoît Hamon, de ce qu'on en sait ce matin, est-ce que selon vous, ce texte signe la fin des 35 heures ? Oui. Oui, incontestablement. Et vous pourrez prendre toutes les démonstrations. C'est pas parce qu'on dit 35 heures durée légale, on pourrait les mettre à 25 la durée légale. À partir du moment où on dérégule les conditions pour faire des heures supplémentaires, dans les faits, aujourd'hui on est déjà à 39 heures. Demain, je le dis précisément, demain, nous verrons la durée hebdomadaire réelle de travail des Français augmenter. Grâce à cette loi-là, la durée hebdomadaire de travail augmentera. Elle est déjà à 39 heures en durée moyenne. 35 heures durée légale, mais 39 heures réalisées. Donc le gouvernement de François Hollande a tué les 35 heures ? Non, il n'a pas tué, il n'y a rien de fait. Ouais. Mais si, je mets des si. Ça vous inquiète ? Ah, c'est même pas que ça m'inquiète. Si ces mesures, toutes ces mesures dont on entend parler dans les journaux, s'additionnaient les unes aux autres, oui, nous serions passés, nous en aurions fini des 35 heures, au sens où la gauche était attachée à un projet qui visait à réduire le temps de travail pour créer des emplois, mais aussi permettre aux salariés de pouvoir articuler différemment leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C'était aussi un projet de société. On le défendait avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de conviction. Moi, je ne me résous pas à une vie politique où on considère aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Et cette seule travailler plus, c'est pas la solution pour avoir moins de chômeurs, par exemple. Mais travailler plus, si on met... Moi, je suis pour que plus de gens travaillent. Oui, travailler plus au sens où on met davantage de gens dans l'emploi. Mais je vous le dis, si c'est travailler plus, baisser le tarif des heures supplémentaires, ça fera travailler plus ceux qui sont dans l'entreprise, en étant payés moins qu'avant, mais ça ne fera surtout pas rentrer ceux qui sont à l'extérieur. Ou alors, démontrez-moi, trouvez-moi une personne qui me fasse le raisonnement contraire. Vous ne le trouverez pas. Je rappelle que François Hollande avait dit lui-même que l'impact de la défiscalisation des heures supplémentaires, qui relevait de la même logique, avait coûté 100 000 emplois à la France. Eh bien aujourd'hui, il n'y a plus la défiscalisation, donc il y a une perte de pouvoir d'achat pour les salariés. Si en plus on baisse le tarif des heures supplémentaires, qui était à 25%, et qui serait beaucoup plus souvent à 10%, parce qu'on privilégierait l'accord d'entreprise qui permettrait de passer à 10%, demain, les salariés, eh bien, ils travailleront plus, en étant moins bien payés qu'ils ne l'étaient auparavant, mais pour autant, celui qui était à Pôle emploi ne les rejoindra pas dans l'entreprise. Je trouve ça vraiment aujourd'hui un mauvais calcul économique, et c'est injuste socialement. Et un mauvais calcul politique. Quels avaient ? Écoutez, moi, les calculs politiques, je les laisse à ceux qui en font. Je dis juste, c'est un mauvais calcul économique parce que ça ne réduira pas le chômage, et c'est injuste socialement, j'en reste. Alors, dites-moi, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, ça c'est votre projet de loi, votre souhait. Est-ce que, justement, vous pensez qu'il peut être repris par Myriam El Khomri dans la réforme du droit du travail? Est-ce que vous avez un espoir réel cette fois-ci? Est-ce que vous l'avez fait? Il y a eu un premier échec quand même sur cette proposition. Moi, je l'ai fait pour que ce soit repris. Je ne l'ai pas fait pour faire une proposition de loi et dire bon, il faut reconnaître le burn-out. Il y a consensus des médecins du travail sur ce sujet. Il y a consensus des organisations syndicales. Déjà, on reconnaît des burn-out, 200 par an, comme maladie professionnelle. L'Académie de médecine ne le reconnaît pas. Non, mais attendez, l'Académie de médecine, elle dit très précisément les choses suivantes. Elle dit le burn-out, c'est pas une maladie. Et elle a raison. C'est un syndrome d'épuisement professionnel qui vont conduire à quoi? À une pathologie psychique, la dépression par exemple. Et de ce point de vue-là, elle dit on a besoin de chercher. Et que recommande-t-elle, l'Académie de médecine? Elle encourage les patients, les organisations syndicales et les entreprises à se tourner vers ce qu'elle appelle la voie complémentaire, c'est-à-dire la possibilité pour un salarié de faire reconnaître sa pathologie devant les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Que propose ma proposition de loi? Cela.
Or aujourd'hui, admettons que l'un d'entre vous fasse une dépression, qu'il pense qu'elle est liée à son environnement professionnel. Il va devant cette commission. On lui demande un taux d'incapacité de 25%. Savez-vous ce que c'est un taux d'incapacité de 25% pour une maladie physique? C'est quand on se fait arracher un œil, ou 20% quand on se fait arracher un bras. Donc ce seuil, il élimine une multitude de cas potentiels de burn-out. Ce que nous proposons, c'est que ce seuil tombe, qu'il soit à 0, comme en Suède, modèle scandinave, entre parenthèses, puisqu'on en parle beaucoup au gouvernement, qu'il soit à 0, qu'on puisse donc déposer un dossier. Il n'est pas du tout certain que le médecin ou le psy vous reconnaisse votre burn-out en disant écoutez, vous faites une crise d'angoisse qui n'a rien à voir avec votre travail, mais il pourra peut-être reconnaître cette dépression comme directement liée au travail. Voilà ce que nous proposons. Vous lisez le rapport de l'Académie de médecine, ses recommandations, ce point figure le recours à cette voie complémentaire directement. Donc moi, je me trouve plutôt encouragé par ce rapport et je ne prétends pas poser un diagnostic médical à la place des médecins, poser un diagnostic France, plus clinique. grosse consommatrice de tranquillisants. Oui, alors c'est quand même assez curieux qu'on soit le pays On le est plus les champions angoissé, du burn-out aussi. qu'on n'ait que 200 cas reconnus, 19 000 en Belgique, on est champion de rien du tout. On est le champion du déni. On est le champion des corporatismes et des archaïsmes dans ce domaine-là. On ne fait, alors là, pardon de vous le dire, mais quand je vois aujourd'hui les levées de boucliers de ceux qui s'inquiètent de ce que seraient les reconnaissances de burn-out, tout le monde sait que ça existe. On en reconnaît déjà un peu plus de 200 par an. Mais est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière encore de taper sur les entreprises qui aujourd'hui ont déjà beaucoup de difficultés? Mais les entreprises, les chefs d'entreprise en font. Regardez cette étude remarquable d'Olivier Torres sur les patrons de PME, TPE, qui s'est fondé là-dessus pour parler du burn-out dans l'entreprise. On en fait dans l'administration, dans les services publics. On en fait quand on est cadre, comme simple ou exécutant. On en fait quand on est élu. Le burn-out, c'est quand le travail vous colonise au point que vous craquez, vous vous effondrez. Et qu'est-ce qui est un instrument de cette forme de laisse qui vous relie toujours au travail, notamment les nouvelles technologies, les portables, etc. Du coup, moi, ce que je demande, c'est sortir du déni. Je crois qu'il y a le projet d'un droit à la déconnexion dans le projet de Myriam El Khomri. C'est bien. Est-ce que vous avez eu des assurances de la ministre? Aucune, je l'ai vue. J'espère qu'elle avancera. Parce que j'espère que j'ai dit des points de désaccord que je peux avoir avec cette loi. Qu'est-ce qui pourrait la si elle... Vous avez parlé de corporatisme tout à l'heure. Là, la somme des corporatismes qui lui diront de ne rien faire. Allez, quitte à être transgressif. Non mais soyons juste un peu dans le domaine des droits des salariés. Parce qu'on nous dit le monde change. Je veux bien, je suis d'accord. Donc les entreprises changent, c'est vrai. Les besoins de ces entreprises changent, c'est vrai. Mais les risques qui concernent la santé des salariés ont aussi changé. Et ces risques psychosociaux, pas un d'entre vous ne nierait qu'ils existent. Pas un d'entre vous, surtout dans vos métiers au passage. C'est un problème de santé publique. Oui, c'est un problème de santé publique. Benoît Hamon, David Cameron veut faire campagne pour rester dans l'Union européenne à condition d'obtenir des concessions particulières, des exemptions. Ça vous plaît le chantage des Britanniques? Vous avez vu qu'il est soutenu par Angela Merkel d'ailleurs. Dès lors qu'on veut qu'il reste, forcément des pays européens vont faire en sorte qu'il reste. Et non, ça ne me plaît pas. Et en même temps, on aurait beaucoup, nous, Français, à apprendre des Britanniques. Non, mais je le dis, on aurait cette culture... Benoît Hamon, on aurait cette culture... pro-anglais. Non, pro-anglais, de la méthode. On aurait cette culture à un moment du rapport de force, qui consiste à poser à un moment... Vous le trouvez bon, David Cameron, dans sa démarche? Pas, comment dire, fin tacticien. Bon, en l'occurrence, il est un peu obligé, parce que sa situation intérieure l'y oblige. Mais quand on voit toutes les batailles perdues faute d'avoir été menées au niveau européen, quand on voit aujourd'hui le Premier ministre aller en Allemagne expliquer à Mme Merkel que sur les migrants, elle a été trop loin... Ça vous a choqué, ça? Savez-vous combien de migrants nous avons accueillis, nous? 62. Sur les 30 000, 62. Donc vous demandez à Manuel Valls... Non, je demande rien du tout, je pose des questions. Non, mais c'est intéressant de vous entendre sur la position de Manuel Valls en Allemagne, sur les terres allemandes. Non mais ce que je trouve, c'est que d'abord, moi j'aimerais bien aimer que Manuel Valls mette le quart de la détermination qu'il a à vouloir freiner l'entrée des migrants, à changer les règles du jeu économique en Europe et à faire en sorte qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui totalement asphyxié sur le plan des finances publiques. Voilà. Dites-moi, Benoît Hamon, est-ce que, avec ce chantage britannique, on va l'appeler comme ça, est-ce que finalement l'Europe n'est pas morte ou est-ce qu'elle n'est pas en train de mourir clairement, une fois pour toutes? Quel est votre sentiment, vous?
Mais qu'elle se... Si, avec ça, mais on vient de parler des migrants, on vient de parler de... Vous avez raison, qu'elle se désagrège faute de porter une espérance. On ne saurait pas dire aujourd'hui à l'agenda européen quels sont les progrès qu'on peut attendre d'un prochain texte. Ni vous ni moi d'ailleurs, on n'a pas de visibilité là-dessus. Est-ce qu'il y a un agenda social pour harmoniser par exemple la question du salaire minimum, l'égalité femmes-hommes? Est-ce qu'il y a un agenda politique qui nous permettrait d'envisager demain qu'on puisse se doter d'un budget dans la zone euro? Oui, et c'est ça qui m'inquiète, c'est où sont les forces qui contrarient cela? Et ça se disloque tant sur le plan de la fermeture de l'Europe au reste du monde, mais l'Europe n'est pas seule, hein, les États-Unis ne font pas davantage que l'Europe, et que ça se disloque parce qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'espérance européenne. Et là-dessus, j'en prends ma part parce que je pense qu'on a nous-mêmes, responsables politiques européens, été à côté de la plaque dans les 10-15 dernières années. On ne travaille pas assez avec nos partenaires européens, même quand on est à l'opposition. Moi, je me rends compte aujourd'hui que je reprends ce travail-là, que dans les faits, on n'a pas de projet européen de gauche face à un projet européen de droite, face à un projet européen libéral. Tout ça n'existe pas. Et en fait, le débat politique européen, c'est un débat intragouvernemental entre les gouvernements et pas du tout entre les forces politiques. Et ce boulot-là, on ne l'a pas fait. Je le regrette parce que maintenant, on se retrouve aussi fort dépourvu au moment où le projet européen est menacé par les forces nationalistes. Une dernière question, Benoît Hamon. 71% des Français, c'est un sondage ce matin, sont convaincus que François Hollande sera candidat en 2017. Est-ce que vous en faites partie? Être convaincu qu'il sera candidat... c'est difficile à dire, ça. Je pense qu'il s'y prépare. Donc, mais vous le souhaitez ou pas? Non, mais écoutez, il prendra sa décision. Il le prendra en fonction des critères qu'il s'est lui-même fixés. Vous le souhaitez ou pas? Aujourd'hui, j'attends qu'il prenne sa décision. Moi, ce que je souhaite, ce sont des primaires. Je l'ai déjà dit. Et vous serez candidat? J'ai dit que je serais probablement candidat si elles ont lieu. Benoît Hamon, Flore Pellerin a des états d'âme, visiblement. Quand vous avez quitté le gouvernement, vous en avez eu, vous? Elle a donné une interview à l'Obs. Elle parle d'immobilisme, de conservatisme. Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous compatissez? Oh, bah, écoutez, moi, je pense pas qu'elle soit dans la complainte. J'espère pas, parce que la complainte des ministres qui ont quand même eu la chance d'être ministres. Moi, j'ai eu beaucoup de fierté, et d'ailleurs, je remercie le président de la République de m'avoir offert la possibilité d'être ministre. Elle l'a pas fait, elle. Elle a remercié le Premier ministre, elle. Et ensuite, mais après, je suis parti sur un désaccord politique. C'est mieux de partir sur un désaccord politique que sur le fait, effectivement, dans des conditions où on ne sait pas bien pourquoi on a été. C'est le cas en ce qui la concerne? Bah, écoutez, posez-lui la question. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux ni de leurs disciples. Vous avez l'air gêné. Non, je ne suis pas gêné. J'ai surtout pas envie de parler de ça. Merci Benoît Hamon, député Parti socialiste des Yvelines, bien sûr, et ancien ministre. Merci. Vous-même. On passe à l'analyse de l'actualité et de vos propos avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Pascal Jalabert du Dauphiné Libéré. Bonjour, Pascal, et j'accueille Jérôme Cordelier du Point, qui est rédacteur en chef des éditions locales et régionales de ce magazine. Bonjour messieurs. On démarre tout de suite avec ce qu'a dit Benoît Hamon sur les agriculteurs, en tout cas sur la baisse des charges. À la question qui lui était posée, était-ce suffisant? Il a eu l'air de soutenir le gouvernement sur ce point-là, de bonnes mesures du gouvernement, a-t-il dit. Il a insisté sur un point, la nécessité de traçabilité, Pascal Jalabert, dans la filière. Oui, c'est très certainement le consommateur attend de savoir ce qu'il mange, d'où vient la nourriture, quelle est sa qualité. C'est l'ancien chargé de la consommation qui parlait de ça. Mais je crois que c'est pas ça qui va résoudre la crise agricole, pas plus que les baisses de charges décidées par Manuel Valls. C'est une crise structurelle. Donc c'est d'abord une négociation européenne. On ne peut pas organiser ou laisser faire une concurrence interne comme celle qui existe aujourd'hui. On ne peut pas laisser la grande distribution seule réguler les prix. Et puis, il faut expliquer aux agriculteurs quelle nourriture attendent les consommateurs, quel type de circuit, quelle qualité. Là, on continue à travailler comme il y a 30 ans et l'Europe regarde, comme sur d'autres sujets. Jérôme Cordelier. Oui, enfin, sur ce point-là, les agriculteurs ont quand même fait pas mal d'efforts sur les circuits courts, les produits de la ferme accessibles aux consommateurs directement. Enfin, il y a eu pas mal d'efforts faits vers le consommateur. Mais c'est vrai que je partage assez le point de vue de Pascal. Comment vous expliquez le décalage entre la base et les dirigeants syndicaux qui ont l'air de trouver les mesures du gouvernement bonnes
et la base qui dit ce matin, c'est vraiment pas suffisant. Ça, malheureusement, on le retrouve actuellement dans toutes les professions. C'est-à-dire, c'est le divorce qui s'accentue, le fossé qui s'accentue entre les institutions, les représentants des institutions et les personnes à la base. Et ça, malheureusement, c'est encore un signe, un symptôme de maladie démocratique. On passe à la réforme du travail de Myriam El Khomri. Benoît Hamon a l'air de douter qu'elle puisse trouver une majorité. Elle-même, probablement aussi, puisqu'elle dit j'appliquerai le 49.3 si je ne la trouve pas. Benoît Hamon nous a dit tout à l'heure, dans cette matinale d'info, il était notre invité il y a quelques minutes, je m'inquiète, cela signe la fin des 35 heures, la gauche y est attachée. Pascal Jalabert. Alors, déjà, dire avant qu'on ait commencé à débattre de la loi et à proposer le texte, on va sortir le 49.3, politiquement, je trouve pas ça très habile, parce que c'est une façon, en gros, de débrider tous les frondeurs. C'est-à-dire que maintenant, ils vont dire, bon, puisqu'il y a 49.3, allons-y, lâchons-nous. Le danger pour François Hollande, parce que c'est François Hollande qui est en première ligne là-dessus, c'est qu'il risque de faire cette réforme contre sa majorité, contre tous les syndicats. Donc au bout d'un moment, ça part sur de très mauvaises bases. Jérôme Cordelier. Je ne suis pas toujours d'accord avec Benoît Hamon, loin s'en faut, mais là je trouve qu'il a raison. Je veux dire, sortir le 49.3 pour une loi comme ça, je veux dire, imaginons, Nicolas Sarkozy aurait fait ça, mais vous imaginez la violence dans les rues, quoi. Ça aurait été dingue. Benoît Hamon dit aussi qu'il n'est pas favorable à la baisse des heures supplémentaires, bien sûr. Oui, alors bon, il est dans son toujours, enfin c'est aussi lié à sa proposition sur le burn-out, quoi. Le problème, c'est qu'à un moment, on peut pas faire tout peser sur les entreprises. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut à la fois libéraliser le marché du travail, revenir sur les 35 heures, ça, enfin, c'est en tout cas mon opinion, mais on peut pas à la fois demander aux entreprises condamner les entreprises pour des dépressions, si on peut dire, et éviter et restreindre la durée du travail. Justement, sur le burn-out, qui est son sujet, il en a parlé ce matin, bien sûr, beaucoup parlé, il dit que c'est un problème de santé publique, au fond. C'est pas ce que disent les médecins, mais c'est vrai que le burn-out conduit à d'autres pathologies. Je crois la France, première consommatrice de tranquillisants, quand même. Oui, alors c'est pas nouveau, sachant que les premiers consommateurs sont les retraités. Donc bon, on est quand même, là aussi, c'est un peu la schizophrénie française. Mais bon, moi, je ne lis pas le burn-out, qui est un vrai problème que connaissent beaucoup de salariés et de cadres, mais avec la loi El Khomri, qui est fondamentale pour quel travail veut-on demain. Et là, mélanger les deux... on n'est pas dans le même registre. Voilà. J'ajoute que l'erreur, à mon avis, initiale de ce gouvernement, c'est d'avoir arrêté la défiscalisation des heures supplémentaires. Partant de là, on ne peut plus rien faire aujourd'hui sur l'organisation du travail. Il nous reste 2 minutes pour parler du Brexit, Jérôme Cordelier. Les concessions faites à Londres vont-elles être suffisantes Alors j'ai été étonné, et là en même temps c'est une marque d'autonomie et de liberté de pensée que Benoît Hamon soutienne à ce point David Cameron. Et donc critiquant Manuel Valls en parallèle. Oui, bien sûr, mais dans les, alors c'est vrai que David Cameron est en position de force, mais que Benoît Hamon prenne la défense de l'autonomie de la City et par exemple le fait que les prestations sociales ne seront pas versées aux nouveaux arrivants pendant 4 ans, c'est plutôt, en tout cas original. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des reprises là-dessus au cours de la journée, mon cher Cyril. Donc Benoît Hamon vote pour David Cameron. Pascal Jalabert. C'est assez étrange, très libéral David Cameron. Après, il y a le réalisme. Aujourd'hui, si on veut qu'il n'y ait pas de Brexit, il faut faire des concessions. Ah oui, il faut faire des concessions. Et Cameron est vraiment en position de force, là, pour le coup. Alors, on reste avec vous. Et la une du Dauphiné aujourd'hui, ce sont les propositions de la ministre, Myriam El Khomri, bien sûr. Oui, ça impacte la vie quotidienne des salariés, donc qui sont aussi nos lecteurs. Et c'est un sujet qui s'imposait. J'ajoute qu'il y a un deuxième sujet, mais qui est tombé un peu tard dans la nuit, parce que ça a mis beaucoup de temps pour vérifier. C'est cette pluie de météorites qui s'est abattue. Les boules vertes. Sur Rhône-Alpes, Provence, Languedoc-Roussillon, la Lombardie. Donc bon, on a mis un peu de temps à le vérifier hier soir, mais c'est dans le journal ce matin. Et la une du Point, c'est l'homme qui secoue la droite.
Quel est-il? Bruno Le Maire. Bravo. Parce qu'on publie en Une grande exclusivité. photo de Bruno Le Maire. Voilà, on publie en exclusivité les Toujours bonnes une pour nos feuilles. amis de la radio où on a l'impression d'une couverture de film américain, non? D'une affiche de film américain. L'intéressé appréciera, hein, mais c'est vrai qu'on fait toujours des couvertures en plan serré comme ça. On publie les bonnes feuilles de son livre, hein, qui va faire événement, je pense. Et ensuite, il y a un reportage passionnant. Je suis désolé. Sur la famille Le Maire. Merci Très bonne enquête. beaucoup, Jérôme Cordelier. Merci, Pascal Jalabert. Il faut rendre l'antenne. Les programmes continuent, bien sûr, sur Public Sénat. À demain. Public